Merci beaucoup Elsa, Valérian, Clara, Lucie et Élise pour cette deuxième séquence sur les espaces publics et pour les débats qui auront été menés et qui étaient encore une fois passionnants. Donc nous allons à présent nous déplacer vers la dernière séquence de l'après-midi qui traitera des mobilités. Et donc j'invite Thomas à me rejoindre. Donc bonjour à tous, je vais faire une courte introduction pour cette troisième séquence. Alors, le premier confinement, comme mesure d'urgence face à la pandémie, est venu bousculer nos pratiques de mobilité. La dynamique d'hypermobilité qui s'est imposée depuis plusieurs décennies a été largement grippée et changée pour une démobilité imposée. Avec la multiplication d'outils et services rendus disponibles par le numérique, nous avons pu faire venir la ville à domicile pour nous proposer les activités du quotidien, que ce soit par le télétravail pour ceux qui le pouvaient, ou par le recours plus fréquent aux services de livraison et de consommation à domicile. Du côté des mobilités quotidiennes, par peur des contaminations, les transports en commun ont été délaissés dans un premier temps et peinent encore à retrouver leur taux d'utilisation d'avant la crise. Le recours aux mobilités actives a augmenté, même s'il apparaît qu'elle pouvait être une justification pour sortir de chez soi en période de confinement. Avec le développement des pistes cyclables temporaires, les coronapistes, plus les aides gouvernementales et l'augmentation de sa pratique, le vélo a été considéré comme étant le grand gagnant de la crise du Covid. Mais l'augmentation de la pratique reste à nuancer avec la sortie de crise. Il ne faut cependant pas oublier non plus que le report des déplacements faits en transport en commun a aussi été fait vers la voiture individuelle. Entre les mesures de confinement et les divers protocoles sanitaires mis en place, les mobilités quotidiennes ont largement été impactées par le Covid. Il convient donc de déterminer si de nouvelles pratiques sont nées, leur pérennité dans le temps et leurs impacts sur la fabrique de la ville. À propos des mobilités résidentielles, nombre de ménages ont fait le choix de quitter leur appartement situé dans une grande ville pour rejoindre leur famille ou des résidences secondaires. Ce mouvement, que certains qualifient d'exode urbain, s'est prolongé à la sortie du confinement. Au-delà des inégalités face aux périodes de confinement, la mise à distance possible entre le lieu de résidence et le lieu de travail se renforce désormais. Cette interrogation est soutenue par un télétravail possible technologiquement et accepté socialement. Plus qu'un refuge de courte durée, le confinement hors de leur lieu de résidence principal a été pour certains l'élément déclencheur qui les a poussés à franchir le pas, c'est-à-dire à partir définitivement des grandes villes pour s'installer dans des villes moyennes, des espaces périurbains ou ruraux. À la lecture de ces premiers constats, plusieurs questionnements ont émergé. Tout d'abord, est-ce que la dynamique parisienne de perte d'habitants s'est-elle vraiment renforcée? Il en va de même pour le réseau cyclable qui semble avoir commencé à être mis en place en 2019 et qui a été boosté par les élections municipales. Ensuite, pouvons-nous réellement considérer le Covid comme étant un élément de rupture? Le Covid ne serait-il pas venu accélérer des tendances déjà présentes? Et par ailleurs, est-ce que ces pratiques qui ont été créées ont perduré ou se sont limitées à la temporalité de la crise? Quels impacts le télétravail a-t-il pu avoir sur les mobilités, leurs évolutions et leur maintien? Enfin, il ne faut pas oublier de parler du sujet des inégalités. Malgré le fait que le télétravail se soit fortement répandu pendant la crise, tout le monde n'a pas eu l'opportunité de travailler à distance. Du coup, peut-on aujourd'hui parler d'une inégalité sanitaire et mobile entre ceux qui peuvent exercer des métiers télétravaillables et ceux qui sont obligés de se déplacer vers leur lieu de travail, comme les travailleurs essentiels? Et du coup, enfin, dans quelle mesure l'écart entre ces deux situations se creuse-t-il? Avec nous pour en discuter aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Valentin. Donc, Monsieur Valentin, vous êtes PDG et fondateur de Relais d'entreprise, une société qui accompagne les collectivités et les entreprises dans le développement d'un réseau de tiers-lieux, et également de Vivre au Vert, une plateforme numérique pour accompagner les ménages dans le choix d'un nouveau lieu de vie, plus à l'écart de l'agitation urbaine. Nous avons également Olivier Bouba-Olga. Donc, Monsieur Bouba-Olga, vous êtes économiste, enseignant, chercheur en urbanisme et aménagement de l'espace à l'Université de Poitiers. Vous vous êtes spécialisé dans l'analyse du développement économique local sur l'économie de l'entreprise et les mobilités résidentielles. Actuellement, M. Bouba-Olga est détaché à la région Nouvelle-Aquitaine en tant que chef de service études et prospectives. Et enfin, nous avons Fabienne Dupoux. Donc, Madame Dupoux, vous êtes directrice des études prospectives de Tisséo Collectivité, le syndicat mixte en charge des transports en commun à Toulouse. Nous les remercions chaleureusement d'avoir accepté d'intervenir à notre table ronde. Et sans plus attendre, je laisse la place à nos animateurs, Marcus et Julie.
Bonjour. Bonjour. Alors, notre premier faisceau de questions va concerner principalement le télétravail et s'adresse à Dominique Valentin. En effet, ça fait plusieurs décennies qu'on nous prédit l'avènement du télétravail sans que cela se réalise vraiment. Or, le confinement a contraint à un test grandeur nature et au recours massif au télétravail. Il s'avère que les entreprises qui l'ont pratiqué ont gagné en moyenne 22% en productivité. Fin 2021, hors confinement, on estime que 17% des travailleurs. Excusez-moi. Fin 2021, hors confinement, on estime que 17% des travailleurs télétravaillent désormais au moins un jour par semaine, contre seulement 7% en 2019. Enfin, de grandes entreprises comme la BNP et Boursorama ou encore des groupes de téléphonie autorisent leurs cadres à une libre domiciliation et créent des emplois complètement télétravaillables avec seulement 2 jours de présence mensuelle obligatoire. Donc, d'après vous, est-ce que le Covid a définitivement imposé le télétravail dans les représentations sociales et dans le monde du travail? Si tel est le cas, pourrions-nous nous attendre à un découplage total entre lieu de travail et lieu de résidence? Et enfin, est-on en train d'assister à ce que certains nomment l'exode urbain des villes vers le monde rural ou bien des centres-villes des métropoles pour le périurbain et les villes moyennes? Bonjour à toutes et à tous et merci de cette invitation. Merci de me permettre effectivement de réagir à cette question et bravo pour déjà le préambule et l'intitulé de la question parce que le sujet est complexe. En tout cas, nous, Relais Entreprise, ça fait 10 ans que l'on anticipe le fait que la mobilité la plus rapide, la moins polluante, la moins coûteuse, la moins fatigante est celle qu'on ne subit pas. 10 ans que nous déployons des espaces de télétravail en milieu rural et périurbain pour justement rapprocher l'emploi de l'habitat. Autant vous dire qu'il y a 10 ans, c'est clair que la démarche était plus que visionnaire. Merci Covid, puisque comme vous l'avez évoqué, la Covid a révélé que beaucoup de métiers pouvaient se pratiquer à distance et qu'il y avait plus aujourd'hui un blocage psychologique, un blocage managérial à l'autoriser, plus qu'un blocage technologique, quand bien même, bien sûr, la fibre est en train simplement de se déployer sur les territoires ruraux, périurbains, là où beaucoup d'actifs résident. Alors, pourquoi ils résident sur ces territoires-là? Mais notamment pour échapper à la pression immobilière dans les métropoles. Et vous avez sûrement abordé tout à l'heure la périurbanisation, l'étalement urbain, lié justement à la problématique de l'accès à la propriété, qui a contraint un certain nombre d'actifs à s'éloigner des lieux d'emploi. Clairement, oui, la Covid, et on ne fera pas marche arrière, la plupart des entreprises aujourd'hui qui l'avaient mis en place pour des mesures sanitaires sont en train de le maintenir pour des raisons à la fois de confort accordé à leurs collaborateurs, mais ce que vous ne pouvez pas ignorer aussi, c'est l'impact aujourd'hui de la hausse du prix des carburants qui fait que beaucoup d'entreprises vont accentuer et maintenir la pratique du télétravail pour justement échapper à l'impact de l'inflation sur la hausse des salaires. Il est beaucoup plus facile aujourd'hui d'accorder un jour de télétravail supplémentaire que d'augmenter son collaborateur pour venir compenser la hausse des carburants. Et moi, je suis quand même assez navré, pour ne pas dire furieux, de voir aussi peu de témoignages de télétravailleurs qui pourraient au moins avoir l'honnêteté de dire que 2 jours ou 3 jours de télétravail par semaine compensent largement la hausse des prix des carburants. Donc clairement, le télétravail est en train de s'imposer. Les chiffres, et par rapport à votre question sur l'équité, on sait aujourd'hui que toutes les études qui ont été menées encore récemment montrent que 60% des métiers ont techniquement la possibilité d'être pratiqués à distance, au moins partiellement, du fait de la digitalisation, au-delà de la tertiarisation de notre économie, c'est la digitalisation des process qui fait que beaucoup de métiers peuvent se pratiquer à distance. Maintenant, on va être progressivement sur une adoption du télétravail de façon voilà, assez massive. On estime qu'à terme, il y aura à peu près 50% d'actifs qui seront en télétravail et ils le seront principalement au domicile. Et nous, on essaye d'imposer, dans tous les cas, d'émettre que le domicile n'est pas la solution idéale et qu'il faut un troisième lieu, un tiers lieu, un espace coworking pour dissocier vie privée, vie professionnelle et surtout vraiment faire en sorte de recréer du lien social parce que le piège du télétravail, c'est justement d'avoir ce sentiment d'isolement dont souffrent un certain nombre d'entreprises, enfin, dans tous les cas, un certain nombre d'actifs.
Donc voilà, donc clairement, le télétravail va se développer. On ne fera pas marche arrière. La plupart des postes à pourvoir aujourd'hui, j'en discute beaucoup avec la commission innovation managériale du MEDEF, la plupart des postes à pourvoir aujourd'hui, les candidats exigent qu'une partie du poste soit réalisée en télétravail. Aujourd'hui, si vous proposez du 100% présentiel, ça ne marche pas. Alors de là à passer en 100% remote, donc 100% distanciel, ça va par contre là concerner une petite tranche de la population pour des métiers vraiment en tension, des métiers très rares, des codeurs informatiques, des métiers qui peuvent par définition se pratiquer de n'importe où, mais ça va vraiment être réservé à certaines entreprises dont la culture, effectivement, c'est de suite organisé avec un management en distanciel. Maintenant, est-ce que la pratique du télétravail va avoir une conséquence sur la répartition des actifs sur les territoires? Ben, clairement oui, parce qu'à partir du moment où vous pratiquez votre télétravail 2 jours à 3 jours par semaine, voire au-delà, mais déjà sur une base de 3 jours par semaine, ça veut dire que vous pouvez vous affranchir de votre lieu de travail pour déterminer votre lieu de vie, puisque votre lieu de vie va devenir le lieu principal de votre activité. Et autant vous dites non, habiter à 2 heures de Toulouse, ça sera compliqué de faire la route tous les jours. Autant si vous ne faites la route que 2 fois par semaine, vous pouvez commencer à envisager habiter à 2 heures de Toulouse. Et nous, on le constate à la fois via la plateforme Relais Entreprise, enfin, donc le développement des réseaux Relais Entreprise, et on le voit via la plateforme Vivre au Vert, qui permet justement à des candidats au déménagement de pouvoir choisir leur lieu de vie en totale objectivité. Et on voit bien que d'ailleurs, même le critère tiers-lieu d'activité est un critère qui est de plus en plus recherché pour sélectionner son territoire de lieu de vie, pour justement à la fois choisir un territoire, mais aussi trouver un lieu pour pouvoir exercer son métier à distance. Donc oui, il va y avoir vraiment une conséquence, alors, mais qui est valable dans un sens comme dans l'autre. Je m'explique. Des entreprises en milieu rural qui avaient des difficultés à recruter des collaborateurs qui n'étaient pas prêts à déménager en milieu rural, peuvent aujourd'hui plus facilement attirer des collaborateurs qui souhaitent résider en milieu urbain et s'affranchir justement de devoir déménager en milieu rural. Si je prends moi l'exemple de Relais Entreprise, notre siège social est à 50 km de Toulouse, mais la plupart de mes collaborateurs habitent à Toulouse et ils ne font pas la route et ils acceptent de venir au siège à Rieux-Volveste parce qu'ils ne viennent que 2 fois par semaine, puisque 3 jours par semaine, ils sont en télétravail. Donc, on voit bien que ça a double sens. Donc, il va y avoir probablement une espèce d'équilibre. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on peut retenir, c'est que pour la première fois, on peut s'affranchir de ce lieu de travail pour déterminer son lieu de vie. Et nous, on travaille beaucoup sur des éléments d'effet de levier. Il y en a notamment un qui est non négligeable, qu'on pourra peut-être aborder dans le cadre de vos questions. C'est ce qu'on appelle effectivement la valorisation des externalités positives, qui avait fait d'ailleurs l'objet de la thèse de Lorraine, ma collaboratrice, avec le laboratoire d'innovation sociale de Toulouse et l'université Jean Jaurès. Mais justement, nous, on a réussi à valoriser l'impact de la non-mobilité, puisque, je l'évoquais tout à l'heure, aujourd'hui, ce n'est pas le confinement, ce n'est pas la Covid qui va être l'élément déclencheur du télétravail, ça va être surtout la problématique du prix des carburants, mais aussi la mise en place des ZFE, des zones de faible émission, et les PPA, les plans de protection de l'atmosphère, puisque on rappelle quand même que historiquement, le télétravail s'imposait surtout par rapport à la problématique de la congestion des rocades, donc de la perte de temps, qui n'a pas forcément ému beaucoup de dirigeants d'entreprise en se disant on vous demande d'arriver à 8 h ou à 9 h le matin, ce que vous faites avant, c'est votre problème. Si vous passez 1 h 30, 2 heures dans les transports, c'est votre problème. On avait même nous essayé d'introduire le fait que le temps de dépassement par rapport aux embouteillages soit considéré comme du temps de travail, puisque je rappelle que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, c'est le temps normal de déplacement. Et si on a une dégradation du temps de trajet lié à la congestion, on pourrait tout à fait essayer de requalifier ce temps de déplacement, non plus comme du temps de trajet, mais du temps de travail. Enfin bref, il y a un vrai débat là-dessus. Bon, ça n'a pas forcément ému les dirigeants. La problématique de la pollution aux abords des villes n'a pas non plus ému. Les 40 000 décès prématurés à cause de la pollution atmosphérique n'a pas effectivement ému les dirigeants pour les inciter à pratiquer le télétravail pour leurs collaborateurs. Par contre, effectivement, la notion de pouvoir d'achat va être un élément déclencheur. Et nous, sur ces notions-là, on a rajouté quelque chose qui est très novateur en matière d'équité sociale.
c'est qu'on a réussi à donner de la valeur à la non-mobilité. Donc, ça veut dire que concrètement, un salarié qui se rend dans un tiers-lieu d'activité proche de son domicile plutôt que de prendre sa voiture pour se rendre dans la ville où se situe le siège, où se situaient historiquement ses bureaux, les kilomètres non effectués sont valorisés au titre des certificats d'économie d'énergie valorisés par EDF et abondés par la région Occitanie. Et on a obtenu le label bas carbone du ministère pour valoriser les tonnes CO2. Et concrètement, ces sommes d'argent, on incite à ce que les entreprises les reversent aux salariés qui, eux, n'ont pas la chance de pouvoir télétravailler de telle sorte à compenser la hausse du prix des carburants. Et là, on est dans une mesure d'équité sociale où plus on aura de télétravailleurs qui fréquenteront les tiers-lieux d'activité, plus on va pouvoir valoriser les kilomètres non effectués qui seront reversés aux salariés contraints de faire du présentiel. Et c'est comme ça qu'on aura une belle harmonie entre ceux qui doivent venir et ceux qui peuvent s'affranchir de venir. Ok. Merci, Monsieur Valentin, pour ces premiers éléments de réponse. Je vais maintenant m'adresser à Monsieur Bouba-Olga pour une seconde série de questions. Donc, par le biais d'une étude qui portait sur les inscriptions scolaires de la rentrée 2021, vous vous êtes interrogé sur l'importance des tendances de départ des grandes villes et vous avez cherché à vérifier si le phénomène d'exode urbain était avéré. En effet, d'après le baromètre 2022 du télétravail de Malakoff-Ilmanis, 48% des télétravailleurs et jusqu'à 63% lorsqu'il s'agit des moins de 35 ans disent envisager un télétravail de longue distance, comme évoqué. Est-ce que tout d'abord, vous pourriez définir le terme d'exode urbain? Et ensuite, dans l'hypothèse où dans les prochains mois et prochaines années, ce phénomène tendait à s'accentuer et que l'on observait la fuite des pôles métropolitains, pouvez-vous nous dire si cela serait une bonne nouvelle pour les villes de départ, les villes d'accueil, et quelles seraient les conséquences de ces mouvements en termes de reconfiguration urbaine, de fabrique de la ville et d'inégalité? Ok, merci pour ces questions. Donc, merci pour l'invitation et puis des échanges à venir. J'écoutais attentivement l'auditeur précédent. Enfin, il y a des vrais sujets intéressés. D'ailleurs, vous avez cité une étudiante qui a fait une thèse, qui a fini un doctorat. Là, ouais, il me semble que j'avais vu passer, je me suis dit, il faut absolument que je récupère le travail qu'elle a fait aussi, ça m'intéresserait d'avoir ces résultats. Alors, quelques éléments, donc c'est un sujet un peu différent comme celui de l'exode urbain, c'est la question, alors l'exode urbain, ce serait quoi? Le terme d'exode, quand on entend exode, on se dit c'est mouvement un peu massif, quoi, hein. Donc, exode urbain, ce serait l'idée qu'on aurait un déménagement un peu important quantitativement de personnes qui résident dans des grandes villes vers des villes moyennes et des territoires ruraux. Alors, on peut parler d'exode urbain ou d'exode métropolitain. Bon, ce serait un peu cette idée-là, un déménagement un peu massif des plus grandes villes vers des territoires, villes moyennes ou voire territoires ruraux. Donc, c'est quelque chose qui a agité un peu tout le monde, hein. Il y a eu beaucoup d'articles dans les médias, dans la presse, de reportages télé, etc., d'un couple de Parisiens qui a décidé d'aller s'installer en Bretagne ou encore ailleurs. Et voilà. Bon, le sujet, la question, la difficulté, c'est qu'on n'a pas de données. On n'a pas de données sur les mobilités résidentielles, sur les effectives aujourd'hui. Et on n'en aura pas avant longtemps, hein, parce que les mobilités résidentielles, les déménagements, c'est de la donnée dont on peut disposer grâce au recensement de l'INSEE. Or, le dernier recensement de 2020, il a eu lieu juste avant le confinement, donc on n'a pas d'infos. Et 2021, il n'y a pas eu de recensement à cause de la crise Covid. Donc, au mieux, on va avoir des données à 2023, 2024, etc. Donc, c'est vrai que la communauté des chercheurs, c'est un peu, enfin, pas que des chercheurs au sens large, on va dire, c'est un peu, a dû faire preuve un peu de créativité pour dire comment on peut, malgré tout, on n'a pas de données sur les déménagements, comment on peut arriver à capturer un peu les mouvements potentiels qu'on a, dont on nous parle, mais dont on a du mal à mesurer la réalité. Donc moi, bon, sans trop rentrer dans le détail, c'est aussi dans la discussion, vous le souhaitez, hein. Moi, j'ai utilisé les données sur les inscriptions scolaires, effectivement. J'ai regardé un peu comment bougeaient les inscriptions scolaires à l'échelle des établissements scolaires, hein, premier degré, second degré. Pour info, j'ai aussi échangé, il y a d'autres collègues, notamment de Dijon, là, qui ont travaillé sur les données sur les réexpéditions définitives de courrier de la Poste. D'autres
On travaillait aussi sur l'évolution des transactions immobilières, prix de l'immobilier, d'autres encore sur les consultations Le Bon Coin, etc. Bon, il y a des choses assez intéressantes, je ne sais pas si vous l'avez vu passer là, dans les derniers résultats, publiés par PopSu Territoire, un programme d'études là-dessus. Hein. Bon. On a échangé à Montpellier la semaine dernière, justement, on a croisé nos résultats, et en fait, on a des résultats convergents, notamment les deux sources, à mon avis, les plus solides, c'est celle sur les réexpéditions définitives de courrier de la Poste, là, et puis moi, les données sur inscription scolaire, on a quasiment les mêmes résultats. Donc, alors, quel est le résultat? C'est non, on n'a pas d'exode urbain. Donc, il n'y a pas d'exode urbain, il n'y a pas de déménagement massif. Dans les données, on n'a pas ça, de déménagement massif des grandes villes vers les petites villes. Pour autant, ça ne signifie pas que rien ne se passe. On a quand même des mobilités. On a quand même quelque chose qui ressemble à une rupture de tendance. Ce n'est pas un exode, on a quand même une rupture de tendance avec des personnes qui semblent effectivement déménager. Alors, c'est principalement quand même un phénomène qui touche Paris et d'autres grandes villes. Il n'y a pas que Paris, mais c'est avant tout Paris et quelques autres grandes villes, au profit de deux types de territoires, en fait. Au profit pour partie de… Donc, moi, j'ai travaillé à l'échelle des intercommunalités, hein, au profit d'intercos proches des métropoles. Donc là, on est dans une logique de renforcement de la périurbanisation, renforcement, approfondissement de la périurbanisation, mais pas que. Il y a aussi au profit de territoires plus lointains, territoires plus villes moyennes, territoires ruraux, qui tirent profit aussi de ces mouvements-là. Et qu'on essaie de caractériser, ce n'est pas si simple. Je dirais quand même ces territoires qui sont plus loin des métropoles, ils sont quand même massivement plutôt partie sud de la France. Et c'est plutôt des territoires avec une présence assez importante de résidences secondaires. Donc des territoires profil un peu touristique, on va dire, en tout cas qui présentent une certaine attractivité. Donc vous voyez l'idée, pas d'exode massif, mais quand même une rupture de tendance, c'est-à-dire une dynamique plutôt moins favorable aux métropoles par rapport à avant-crise et plus favorable aux villes moyennes et territoires ruraux. Et pas à tous, quoi. Enfin, ce mouvement, c'est pas toutes les métropoles et c'est pas tous les territoires ruraux. Donc voilà, pour nuancer vraiment, hein, il ne faut vraiment pas parler d'exode urbain ou d'exode métropolitain, mais plutôt, bon, voilà, on a un peu de mouvement. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Moi, j'ai envie de dire… c'est pas… pour des responsables parfois de territoires qui sont obnubilés par la croissance de la population ou de l'emploi de leur territoire, il y en a qui vont s'en réjouir, qui vont dire ah, bah, super, nos populations augmentent. J'ai envie de dire c'est ni bien ni mal. De toute façon, là pour le moment, c'est de l'ordre du factuel. On a des mouvements. Ce qui va compter, c'est savoir qu'est-ce que ça peut, quel est l'impact à la fois côté territoire de départ et côté territoire d'arrivée. Côté territoire de départ, on parle de très grandes villes où on a des gens qui en partent, mais ce n'est pas un mouvement massif, donc c'est assez dilué, enfin, ce n'est pas quelque chose de très, très tangible. Enfin, on n'a pas une fuite, quoi. Bon. Sur les territoires d'arrivée, en revanche, ça peut avoir un certain impact, effectivement, mais ça oblige plus que est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, quoi. C'est-à-dire que si on a des populations qui arrivent, ça peut être des gens qui ont des besoins, enfin, c'est des gens qui ont des besoins de services à la population, en fait. Dans les données que moi j'ai traitées sur les inscriptions scolaires, notamment, ce que je vois, c'est que les gens qui semblent avoir déménagé, c'est plutôt des couples avec des jeunes enfants. Donc, ils peuvent avoir des besoins de système de garde d'enfants, qui peuvent avoir envie pour eux ou pour leurs enfants d'accès à la culture, aux loisirs, qui vont avoir des besoins de mobilité, de logement, de formation, etc., etc. Donc, la grosse question pour les territoires qui bénéficient de ces flux, c'est est-ce qu'on est en capacité de couvrir les besoins des habitants présents et de ces nouveaux habitants ou pas? Et si on n'en est pas en capacité, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux les couvrir? L'enjeu, à mon avis, il est vraiment là, quoi. Si on a des transformations, si on a des modifications, comment on peut répondre aux attentes des habitants? Voilà. Et après, alors ça rejoint peut-être un peu, enfin, ouais, ça peut rejoindre des questionnements sur le développement du télétravail, etc.
sur la question des inégalités, alors dans toutes les données qu'on a, que ce soit les inscriptions scolaires, les données réexpédition de la poste, etc., on n'a aucune information sur le profil des personnes. Donc, on ne sait pas du tout. On pressent qu'on va avoir plutôt des CSP+. Mais apparemment, on n'a pas que ça non plus, enfin, pas nécessairement. Mais sans doute que ces mouvements-là de déménagement de certaines personnes, ils sont plus possibles pour des gens qui ont plus de revenus, voilà, qui sont plus mobiles, qui peuvent plus télétravailler, etc. Donc, ça peut être producteur d'inégalités sociales, c'est clair. Mais on a du mal à le documenter, ça. Et ce n'est pas parce que c'est producteur d'inégalités sociales qu'il faut enrayer le phénomène, mais il faut en prendre conscience. Et donc, comment? Alors, c'est pour ça que j'étais intéressé par ce que vous disiez avant, là, sur cette idée-là de système de compensation, un peu. C'est-à-dire, ceux qui peuvent télétravailler, ça permet de bonifier ensuite pour ceux qui ne peuvent pas, etc. Je me dis, il y a des choses comme ça en termes de solidarité et d'équité à inventer, c'est clair, si on veut accompagner le mouvement. Bon, voilà, en quelques mots, ce que je peux dire sur ce sujet-là. Ces transformations, enfin, et là aussi, c'est pour participer au débat là, sur le télétravail. C'est pas des choses qui nous tombent du ciel, quoi. Enfin, par rapport à ce qui a été évoqué, notamment sur le télétravail, est-ce que ça va s'ancrer, est-ce que ça va se confirmer, etc. Alors moi, je travaille aujourd'hui dans une collectivité, la région Nouvelle-Aquitaine, qui emploie quand même près de plus de 8000 personnes, hein, donc c'est pas rien. On est pour le moment à 2 jours, enfin on a été à 3 jours, même 5 jours de télétravail, après 3 jours. Là, on est revenu à 2 jours. Est-ce qu'on va passer à 3 jours ou est-ce qu'on va rester à 2 jours? Mon sentiment, c'est que ça change tout quand même, hein, le passage de 2 jours à 3 jours de télétravail. Et donc ça ne va pas tomber du ciel, hein. C'est des choix de société, c'est des choix au sein des organisations. Et puis ça suppose d'y réfléchir collectivement. Et moi, mon sentiment, c'est qu'il y a un léger déficit par rapport à ça. Enfin, moi, je crois qu'on n'en parle pas assez. On n'échange pas assez là-dessus. Des conséquences, de comment on s'organise pour, etc. Il y a quand même toujours un peu... la crise Covid, effectivement, a montré qu'il y avait plein de choses possibles. Je ne suis pas sûr que dans la tête de tout le monde, on ait franchi un cap. Véritablement, il y a encore tout un ensemble de responsables aussi, hein, peut-être, qui préfèrent le monde d'avant, on va dire, qui se disent, alors c'est quand même mieux si les gens sont sur place, on peut un peu mieux les contrôler, enfin je ne sais pas. En tout cas, il y a du travail encore, mais ce n'est pas des choses, voilà, c'est des choix à faire collectivement. Bon, je m'arrête là pour ce premier temps. On reviendra sûrement plus tard sur le rôle de l'action publique dans ce choix de société. On va maintenant s'intéresser aux questions de mobilité quotidienne et de transport en commun avec Fabienne. En effet, la crise du Covid a fortement impacté les transports en commun. Tisséo, qui est le syndicat mixte en charge des transports à Toulouse, a enregistré une baisse de 40% de la fréquentation et de 35% de ses recettes sur l'année 2020 par rapport à 2019. Et de plus, on a constaté un fort report sur le vélo et la voiture. Dans la plupart des villes de France, la fréquentation des transports en commun remonte, mais on s'interroge toujours sur un possible retour à la situation d'avant Covid. On s'aperçoit également que la perception des transports en commun chez le public a évolué. Notons que c'est le seul lieu où le port du masque est encore obligatoire. Et on peut aussi se questionner sur l'impact du télétravail. Catherine Guillouard, qui est PDG de la RATP, a déclaré que le télétravail pourrait représenter 5 à 7% de baisse de la fréquentation. Enfin, dans ce contexte mouvant, s'ajoutent également toutes les nouvelles normes environnementales, dont la ZFE, qui viennent contraindre l'utilisation de la voiture personnelle. Alors, on se demande comment Tisséo intègre toutes ces contraintes et quels impacts elles ont sur la définition de sa politique de mobilité et de développement, et également quelles mesures et politiques publiques sont mises en place pour limiter le report vers la voiture individuelle. Oui, bonjour. Donc, merci de votre invitation. Écoutez, je vais en partie répondre à vos questions, en partie peut-être un peu réagir sur des choses qui ont pu être dites auparavant. Sur comment on fait et comment on adapte nos politiques publiques. D'abord, on fait, comme l'interlocuteur précédent l'a dit aussi, M. Bouba Olga, on observe, on essaye de comprendre. Donc, comment on observe, on essaye de comprendre. Pendant la crise sanitaire, on a utilisé un outil qui est un outil
mobilisé par notre exploitant, donc un panel qui nous permet d'interroger des utilisateurs en utilisateurs des transports en commun pour savoir quelle était l'évolution du taux d'utilisation de chacun des modes. Et on a fait 3 vagues, une vague en juin 2020, une en octobre 2020 et une en juin 2021. Et on a vu comment la perception comment les gens se projetaient dans le après-Covid, à long terme, sur la façon dont ils allaient s'approprier ou pas les modes de transport, nous montre que finalement, sur les transports en commun, c'est pas, on va dire, si catastrophique que ça, puisque finalement, on retombe sur un taux d'utilisation des transports en commun qui n'est pas loin d'être un retour à la normale en termes de projection. En tout cas, les gens disaient à long terme, voilà comment moi je m'imagine. Alors, on n'est pas tout à fait au retour à la normale, enfin, la normale étant ce que les gens faisaient avant la crise sanitaire. Il y a un élément qui est peut-être aussi caché là derrière, c'est que peut-être les gens vont moins se déplacer. Voilà. Donc ça, on n'a pas encore ces éléments-là. Sur la question du télétravail, alors tout le monde l'évoque, c'est une question qui nous occupe, qui nous interroge. Alors je suis peut-être un tout petit peu moins, alors je ne sais pas si je dois dire optimiste, mais en tout cas, les chiffres que j'ai en tête sur les emplois télétravailleurs sont peut-être un peu moins élevés que ce qu'a exposé M. Valentin. Ça dépend un peu de la structure d'emploi des métropoles concernées. Bon, voilà, c'est plutôt, on va dire, autour de 40, peut-être un peu plus sur Toulouse. Sur le nombre de jours de télétravail et comment ces pratiques vont s'installer de façon durable à l'avenir, c'est un petit peu difficile de le dire. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments un peu contradictoires. Hein. Chacun peut l'entendre aussi dans notre environnement professionnel. Hein. Bon, voilà, donc c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas complètement stabilisé. Ça dépendra aussi peut-être des aspirations des jeunes générations, parce que c'est vrai que Airbus, par exemple, explique, mais c'est pas nouveau, hein, c'était déjà avant la crise sanitaire, que c'était un argument de recrutement pour attirer des jeunes talents, de pouvoir pratiquer du télétravail. Bon, voilà, ça c'est une question qu'on continuera d'observer. Et puis, je voulais peut-être aussi, sur cette question du télétravail, redonner quelques données chiffrées de qu'est-ce que c'est les pratiques de déplacement journalières. Alors, vous avez sans doute tous un peu en tête les enquêtes ménages. Je voudrais juste le rappeler, on fait à peu près, alors en 2013, hein, c'était la dernière enquête qui nous permettait de connaître la mobilité. On faisait 3,8 déplacements par jour et par personne. Et aujourd'hui, si on regarde ça, on se dit que 16% de ces déplacements étaient des domiciles travail et 11% étaient liés au travail. Donc finalement, sur l'activité déplacement de la journée, on en avait 27% qui étaient liés au travail. Donc ce qui veut dire que le télétravail jouera sur une partie de ces déplacements-là et encore pas tous les jours. Donc ça permet aussi de relativiser entre guillemets l'impact des déplacements liés au travail, même si ce sont des déplacements qui sont assez structurants, même si ce sont des déplacements qui souvent sont longs, même si ce sont des déplacements qui sont souvent réalisés en voiture, mais pas que. Voilà. Sur les éléments qui ont été évoqués, hein, des conséquences du télétravail, je voulais faire part d'une petite analyse. Si finalement le télétravail permet que les gens, parce qu'ils viennent moins souvent, aillent beaucoup plus loin, si on doit faire un bilan des kilomètres parcourus par ces gens-là sur une semaine, finalement, on va se retrouver à peu près au même niveau de kilomètres parcourus. Et ça, potentiellement, c'est pas forcément ce que l'on souhaiterait, en tout cas pour tout ce qui est impact environnementaux, le coût. Hein, voilà. Donc ça peut être aussi un effet non attendu hein, du télétravail avec des questions aussi de périurbanisation. Hein. Voilà. Donc c'est un sujet, à mon avis, on n'est pas encore au bout de découvrir tous ces impacts. Et je pense que les politiques publiques, elles doivent aussi permettre de ne pas faire que suivre ce mouvement-là, mais également de l'accompagner et pas forcément d'encourager de façon trop importante ces pratiques-là. Ou alors, effectivement, avec le relais de tiers-lieux, mais
malgré tout, ces gens-là feront d'autres déplacements pour d'autres motifs et peut-être des déplacements pour aller encore vers la métropole. On a une nouvelle enquête ménage en programmation qui sera réalisée sur l'automne 2022-2023, enfin automne 2022, hiver 2023. Ça nous permettra de faire une photo, de voir comment ça a évolué, y compris sur ces pratiques-là. Et alors, sur ce qu'on fait, nous, on s'adapte. Vous me disiez comment on prend en compte ça. On s'adapte, par exemple, sur la tarification. On s'est adapté, on a créé un abonnement un peu différent. On avait un abonnement 31 jours qui était moins utilisé. On a eu donc une baisse d'achat de ces abonnements, donc une baisse des recettes. Et on a créé un abonnement 30 jours, 30 déplacements, qui n'est pas un abonnement télétravail, mais qui peut servir pour du télétravail, pour du temps partiel. Donc, on adapte nos produits tarifaires aussi à ces évolutions de la demande pour le motif travail. Alors, je ne sais pas, vous disiez 5 à 7% de baisse de fréquentation à Paris, je ne sais pas, parce que je crois aussi, et en tout cas c'est un des objectifs de notre réseau, les travailleurs ne sont pas notre seul public et on a de plus en plus un réseau avec une amplitude horaire très étendue. Donc le métro avait déjà une amplitude horaire tôt le matin et jusqu'à minuit. Maintenant les lignes Linéo, donc qui sont des lignes de bus avec des performances et une capacité, une offre, on va dire, supérieures aux autres lignes, elles sont déjà définies pour aller chercher aussi d'autres clientèles que la clientèle domicile-travail. On diversifie aussi sur notre réseau. Et puis, vous parliez de l'impact de la ZFE. La ZFE, c'est quelque chose dont on savait qu'elle allait être mise en place, on l'a travaillé, l'impact de la ZFE, on l'a anticipé. Notre réseau émaillé on va dire le plus loin possible, notre territoire est assez étendu. Voilà, et puis notre objectif, c'est quand même plutôt que les gens montent dans les transports en commun que dans les voitures. Donc, de ce point de vue-là, la ZFE, c'est plutôt, on va dire, une bonne nouvelle. Développement du vélo, vous l'avez cité aussi, on a un schéma directeur vélo sur lequel on travaille. Alors, curieusement, dans notre panel, les gens qui ont délaissé les transports en commun pendant la crise sanitaire, ils sont plutôt allés sur la marche à pied ou sur le vélo, mais c'est aussi peut-être une question de, je ne sais pas, de distance des déplacements, puis peut-être pour l'instant d'absence d'infrastructures cyclables suffisamment développées dans toute la métropole, enfin en tout cas dans tout le périmètre sur lequel nous agissons. Le covoiturage aussi, les plans de mobilité d'entreprise. Voilà sur quoi on agit. Et il y a des choses qui ont été un peu évoquées dans votre propos liminaire, parce qu'on ne sait pas bien aussi les comportements d'achat, en quoi ils auront évolué sur le temps long. On a parlé à un moment on retrouve les commerces de proximité, mais on a eu aussi beaucoup de commandes Internet, commandes des déplacements personnels se sont finalement transformés par des déplacements de livraison en voiture ou à vélo, et peut-être plus de déplacements sur ce mode-là, donc on n'en a pas encore complètement la lisibilité. Et puis, comment on va jouer l'augmentation du coût de l'énergie? Ça dépendra de comment ça pèse sur le pouvoir d'achat, parce que l'énergie a toujours augmenté, mais si le pouvoir d'achat augmente en même temps, finalement, sur le budget des ménages, ça ne pèse pas plus. Là, on est aussi, il y a un peu de conjoncturel, on ne sait pas comment ça va effectivement durer. Et puis quand même, la préoccupation majeure qui est la nôtre, et pas que la nôtre dans le domaine des déplacements, c'est comment on travaille la décarbonation des déplacements. Et dans ce cadre-là, c'est effectivement plutôt se rabattre sur les transports en commun et puis sur les modes doux. Voilà, donc si je devais conclure, nous on observe, on s'ajuste, on anticipe, mais tout ce qui est, toutes ces politiques publiques, c'était déjà un peu dans nos objectifs. L'attractivité des modes alternatifs à la voiture particulière, ça fait assez longtemps que c'est dans les lois qui cadrent un peu nos documents de planification. Voilà, je pense que j'ai essayé de respecter à peu près le temps. Très bien, merci Madame. Je récupère la parole et je m'adresse à vous tous cette fois-ci. Est-ce que dans un premier temps, vous souhaiteriez interagir sur ce qui s'est dit, sur des sujets plus particuliers Si je peux quand même déjà interagir sur ce que vient de dire Fabienne par rapport dans tous les cas à l'action publique. Et il y a quand même une initiative unique en France, c'est qu'on a quand même un courrier qui a été co-signé par préfet de région, présidente de région et président de Toulouse Métropole, adressé aux 50 plus gros employeurs de la métropole, les invitant à réduire leur surface de bureau dans la métropole au profit de la pratique du télétravail dans des espaces
satellitaires autour de la métropole. Donc, ça veut dire aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience que la problématique de la mobilité et de la saturation des rocades ou de la pollution se résout à la source de la mobilité et pas quand elle se constate aux portes de la métropole où là, c'est trop tard. Et ça, c'est quand même à signaler parce qu'il n'y a pas eu d'autres initiatives de cet ordre dans d'autres métropoles, parce que c'est assez courageux quand même, et ça change complètement l'approche du développement économique qui, à un moment ou à un autre, c'était la boulimie, à attirer des entreprises, attirer des habitants. Mais aujourd'hui, avec 15 000 nouveaux habitants chaque année sur Toulouse et son aire métropolitaine, le programme Villagile, d'ailleurs porté par Toulouse Métropole, c'est comment on résout la problématique des 500 000 déplacements quotidiens supplémentaires en 2025. Donc, ça a peut-être un peu été décalé. Mais voilà, donc c'est un moment ou un autre. Certes, on peut faire des mobilités partagées, des mobilités douces, mais c'est aussi la non-mobilité et probablement aussi l'aménagement du territoire que vous aviez évoqué tout à l'heure, la notion de ville du quart d'heure, d'avoir des aménagements un peu plus hybrides et pas uniquement monofonctionnels qui obligent les mêmes déplacements par les mêmes typologies de personnes aux mêmes heures vers les mêmes endroits, les zones pavillonnaires, les zones commerciales, les zones industrielles. Et là, quand on peut mélanger du commerce, de l'habitation et des zones tertiaires dans un périmètre restreint, c'est là où on va favoriser les modes doux. Voilà, c'était la première réaction pour effectivement faire le lien avec les deux précédentes interventions. D'autres réactions peut-être? Non, mais je crois que ça converge un peu pour dire finalement que peut-être réinsister sur… on a des choses un peu qui bougent, mais effectivement, c'est plutôt, parce que vous l'aviez évoqué, je crois, ou votre collègue avant, là, on est plutôt dans des choses qui préexistaient, en fait. Donc, on a plutôt une continuité, on a des tendances qui peuvent se renforcer un petit peu, etc. Et le sujet, effectivement, parce que c'est trop souvent, parfois médiatisé de cette façon, le sujet, c'est pas de savoir qui gagne et qui perd des habitants, quoi. C'est comment ça circule, comment les circulations évoluent, que ce soit les mobilités résidentielles ou pour aller travailler, etc. Quel système ça dessine, quoi, système territorial, système urbain, et comment on peut organiser ça pour atteindre des objectifs partagés. Et les objectifs qu'on doit partager, enfin, c'est pas que… on vit dans la plus grande métropole du monde, ou de France, ou de ceci ou de cela. Les objectifs qu'on doit partager, c'est les objectifs en termes de bien-être des populations, en termes de transition, quoi. Donc, c'est comment, effectivement, on arrive à que ceux qui puissent travailler travaillent sans passer des heures, effectivement, dans les bouchons, qu'on arrive à atteindre des objectifs de décarbonation, etc. etc. Donc, se dire, pour réfléchir sur ces sujets-là, je pense qu'un des points clés, c'est ça, c'est penser en termes de système, d'interdépendance, observer un peu comment les gens se comportent, comment les gens circulent, et puis comment on peut arriver à mieux réguler le système et à travailler ensemble. Ce que vous venez de dire là sur Toulouse, enfin effectivement, c'est la métropole de Toulouse, la région et je ne sais plus d'autres institutions. Là, donc, bon, on va essayer de travailler ensemble pour… je trouve ça très très bien, quoi, parce que là, on est justement dans une prise de conscience qu'on est… que les enjeux, c'est des enjeux en termes de coopération entre territoires, voilà, et pour le bien de tous, quoi. C'était la région, la métropole, et c'était l'autre… C'était l'État, c'était l'État, d'accord, la préfecture. C'est vrai que c'est intéressant comme… Oui, et vous avez aujourd'hui des acteurs comme Action Logement, donc le 1% logement, qui s'est saisi du sujet en disant aujourd'hui, notre enjeu, c'est plus forcément de construire des logements proches de là où se situent les entreprises, mais plutôt de construire des bureaux là où se situent les habitations des salariés des entreprises. L'enjeu est de rapprocher l'emploi de l'habitat pour éviter les mobilités. Et ils ont mobilisé une enveloppe de 50 millions d'euros pour favoriser l'émergence de ce qu'ils appellent des corpo working, qui sont des lieux donc, qui vont regrouper des petites équipes déportées en cluster, une quinzaine de collaborateurs de chez Airbus, une vingtaine de chez Continental, bref, et tout ça pouvant faire un espace de 500, 600, 1000, 1500 mètres carrés, mais sur des zones qui jusqu'à présent étaient dortoirs et qui vont devenir beaucoup moins dortoirs, puisqu'on sait par ailleurs que l'on consomme là où on travaille. On ne consomme pas là où on habite, on consomme là où on travaille. Et donc, par effet ricochet, l'économie résidentielle va être soutenue par la présence de ces actifs. Et je ne parle même pas du lien social, d'aller chercher les enfants à l'école, discuter avec la maîtresse, bref, passer beaucoup moins de temps dans les transports.
Donc voilà, après, il y a une autre notion que je suis en train de travailler et que je vous livre un peu en avant-première, puisque la réunion date de la semaine dernière avec la DRFIP, la Direction régionale des finances publiques d'Occitanie, où on est en train d'étudier, et c'est plus que le fait d'étudier, puisqu'a priori c'est confirmé, on a fait un coup de projecteur sur le fait qu'en termes de fiscalité, Bercy a déjà anticipé que la CVAE, donc la fameuse taxe professionnelle, pouvait être versée à la collectivité où se situe le tiers-lieu d'activité à partir du moment où un salarié y passe au moins 3 jours. C'est-à-dire que dès qu'un collaborateur passe plus de temps dans un lieu que dans le bureau auquel il était affecté précédemment, la CVE, la taxe professionnelle, puisse être versée à la collectivité territoriale où se situe le tiers-lieu. Et ça, ce n'est pas neutre en matière de fiscalité. Ça veut dire que des collectivités, plutôt que de se battre pour avoir absolument le siège social d'une entreprise qui vient s'installer dans une zone d'activité, privilégieront le fait d'avoir plutôt les actifs qui, à partir de 2 jours, donc 3 jours par semaine, peuvent rester sur un territoire pour effectivement exercer leur métier. Et au-delà d'avoir l'impact sur l'économie résidentielle, ils auraient aussi la recette fiscale pour permettre de financer une infrastructure et donner accès à ce tiers-lieu en mode doux, bref, pour éviter les reports de mobilité qu'on a évoqués tout à l'heure et avoir un acte vraiment, une démarche vertueuse en matière de non-mobilité. Alors, je partage assez cette analyse. Il faut que ces espaces déportés finalement de travail, ça devienne effectivement des lieux de vie, parce que sinon tous les autres déplacements, ils continueront à s'exercer à l'endroit où on trouve ces activités-là. Donc, voilà. Et en termes de recettes, effectivement, les services aux habitants, ça coûte et ça ne rapporte pas. Donc, si on peut avoir de la recette d'emploi, effectivement, pour ces communes-là, Mais on le voit avec les programmes portés par les promoteurs immobiliers. Nous, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec Kaufman & Broad, avec Nexity. Tous les programmes aujourd'hui, et notamment dans les appels à concours d'architecture donc lancés par des villes et qui cherchent des promoteurs, on est dans des aménagements hybrides. On va combiner du commerce, de l'habitat, du loisir, du tertiaire. Vraiment, et c'est des beaux quartiers où je pense qu'il sera très agréable d'y vivre parce qu'à pied, on pourra aller faire ses courses, emmener ses enfants à la crèche, aller faire un peu de sport. Bref, c'est ce qu'on a en Australie, c'est ce qu'on a dans beaucoup de villes et qu'on avait un peu eu tendance à oublier. C'est l'aménagement du Moyen-Âge. Oui, les zones monofonctionnelles, elles ont fait leur temps, mais je crois que bien avant l'apogée du télétravail, ou en tout cas la crise sanitaire, les urbanistes avaient ce constat. C'est vrai que les espaces monofonctionnels ont généré des dysfonctionnements. Voilà. Donc, la mixité, c'est un objectif. Après, tout ne se prête pas quand même à ça. Non, et après, de toute façon, l'idée, moi, c'est ce qu'on évoque avec Vivre au Vert. Vivre au Vert, même si la terminologie est très tournée vers la ruralité, nous, ce qu'on évoque, c'est qu'il fera bon vivre partout quand la population sera mieux répartie, y compris en ville. La ville est un espace de vie agréable à partir du moment où on peut y circuler, à partir du moment où on peut s'y loger. Et si on libère des mètres carrés de bureaux pour les transformer en mètres carrés d'habitation, on peut probablement rendre accessible à ceux qui n'avaient pas les moyens de se loger en centre-ville, alors que leur métier se trouve en centre-ville et qu'il n'est pas télétravaillable, les fameux emplois essentiels applaudis pendant la Covid. Et alors, d'ailleurs, c'est contradictoire parce que souvent, les cadres supérieurs, ceux qui ont effectivement des rôles managériaux avec des CSP+, qui ont les moyens d'habiter en centre-ville, sont souvent ceux qui ont des métiers qui peuvent se pratiquer à distance. Donc il faudrait presque inverser. Voilà. Mais ça sera possible. Et de même pour les transports. Les transports seront beaucoup plus agréables quand ils seront moins saturés. Alors, Toulouse, on n'a pas trop ce souci-là. C'est plus vrai à Paris, sur certaines lignes où déjà des entreprises avaient pris conscience de ce qu'on appelle responsabilité territoriale, au-delà de leur responsabilité sociétale et environnementale. Lorsqu'ils décident de décaler les horaires, ce qu'a fait également Airbus, c'est un acte managérial qui apporte une réponse à une problématique de congestion d'infrastructures. Donc, et plutôt que de construire des nouvelles rocades qui ne feraient que, comme
pour prévenir de l'obésité, de desserrer un cran de son ceinturon pour prévenir de l'obésité. Non, on accompagne l'obésité, mais on ne résout pas la problématique de l'hypertrophie que l'on peut vivre et qu'on vivait encore et qu'on vit encore avec Toulouse. À Toulouse, hein, on a beaucoup de marge de manœuvre encore sur une meilleure répartition des déplacements, notamment les déplacements les plus courts. On verra ce que nous dira la prochaine enquête ménage, mais quand on analyse les dernières données disponibles, il y a énormément de déplacements très courts qui sont encore effectués en voiture, qui pourraient être effectués par d'autres modes. Et ces déplacements, on peut les retrouver sur la rocade, on peut les retrouver. Donc, il y a aussi, indépendamment des effets plus conjoncturels dont on a parlé, il y a aussi un travail de fond qui est en cours. Hein. Mais effectivement, les derniers chiffres, là, on les a compilés, mais il faut savoir que 30% des actifs, dans leur cas de déplacement pendulaire, font moins de 5 km et que pour ces 30%, c'est 60% de l'utilisation de la voiture. En voiture, oui. Donc voilà, et voilà, on pourrait croire effectivement que ces déplacements de courte durée se font en transport en commun ou en vélo. Non, c'est 30% des actifs. Et juste, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, par rapport à la défection des transports publics, alors je ne sais plus dans quelle de nos données j'ai trouvé ça, le bus, c'est celui sur lequel on garde le plus notre niveau de clientèle. Hein. C'est aussi le mode où on va chercher les gens plus loin. C'est en complément à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la reconquête de notre clientèle. On est quand même sur le bus resté sur un taux de fréquentation qui revient à peu près à ce qu'il y avait précédemment. On a peut-être moins d'alternatives pour le bus aussi que sur le métro. On a des déplacements très courts sur le métro. Donc les gens, finalement, peut-être sur des déplacements courts, ont déjà switché sur d'autres modes. Ah. Quelqu'un qui a une question sur... 30% des actifs. Moins de 5 km. Moins de 5 km, oui. Vous voulez dire sur les déplacements domicile-travail, c'est ça? Oui, sur les domicile-travail, c'est 15% entre 5 et 9 km et eux, ils sont 75% à prendre la voiture. Et 45% des actifs. Alors, la tranche, elle est inacceptable, mais c'est la tranche qui est aujourd'hui mise en avant par l'INSEE. C'est de 9 à 150 km. Là, c'est plus une fourchette, c'est une fourche, c'est même. Et là, c'est 45% des actifs et ça représente 80% de ces actifs utilisent la voiture. Voilà. Et au-delà de 150 km, ils ne sont plus que 5% à faire des déplacements pendulaires. Et là, forcément, la voiture se réduit puisqu'il y a beaucoup le train qui est utilisé. Et là, l'utilisation de la voiture descend à 50%. Voilà. Après, sur les déplacements courts, là, parce que c'est effectivement ça, enfin. Je ne sais pas si vous avez plus d'éléments, y compris sur comment ça se passe à Toulouse. Sur ces déplacements courts, on calcule la distance entre domicile et lieu de travail, hein, mais les gens, ils peuvent, donc la distance peut être moins de 5 km, mais les gens peuvent passer déposer un enfant, aller en chercher un autre, aller faire les courses, etc. Donc, disons, enfin, il faudrait arriver à avoir de l'info suffisamment précise pour faire la part des choses entre… il y a des bonnes raisons pour lesquelles les gens continuent à utiliser la voiture pour ces déplacements et des raisons moins bonnes qui renverraient un enjeu d'éducation, on va dire, etc. Moi, je pense que le premier motif est très prégnant, quoi. Enfin, mais ouais, vous avez raison. Et d'ailleurs, il y a une terminologie qu'on utilise quand on parle de déplacement pendulaire qui est une fausse terminologie parce que le déplacement, il ne va pas d'un point A à un point B. On est plus sur des déplacements chaînés. Et d'ailleurs, ce qui limite considérablement l'usage du covoiturage. Le covoiturage peut être éventuellement réalisable sur les derniers kilomètres après qu'on ait fait son parcours de déposer les enfants à l'école et qu'on va faire 2-3 courses en rentrant le soir. Bref, ce n'est pas aussi simple. Donc, par contre, ça peut convenir à certaines personnes. C'est pour ça que moi aussi, des fois, ça m'agace d'entendre des critiques sur le fait de dire oui, mais certaines personnes ne peuvent pas télétravailler, donc ça ne marche pas, machin et tout. De même que certaines personnes ne peuvent pas covoiturer, certaines personnes ne peuvent pas utiliser de vélo. Et il n'y a pas de solution universelle. Ce n'est pas parce qu'un marteau ne sert pas des vis qu'il ne faut pas en avoir dans sa boîte outils. Donc, il faut effectivement un bouquet de solutions. Et c'est le bouquet de solutions qui fait qu'on arrivera vraiment à répondre à toutes les cas de figure. Vous avez raison, mais je regarde ma Bible, qui est l'enquête ménage, et c'est vrai que les chiffres sont têtus. On a quand même, malgré tout, dans la dernière enquête ménage,
seulement un quart des déplacements qui ne sont pas liés au domicile. Vous parlez des déplacements secondaires. Parce que l'enquête ménage recense tous les déplacements avec leur origine, leur destination et leur motif. Par contre, là où je vous rejoins, c'est que si on a besoin de sa voiture pour un des déplacements dans la journée, on va la garder pour tous les déplacements. Bah oui. Et souvent, c'est pour le domicile travail qui est assez structurant, qui souvent est plus loin. Et donc, le fait de prendre sa voiture pour le travail peut conditionner tous les autres déplacements qu'on fera dans la journée, qu'ils soient liés au travail ou pas. Voilà. Oui, non, mais c'était pour alerter sur attention à ne pas aller trop vite en besogne, parce qu'il y a des discours un peu comme ça parfois. Oh là là, c'est quand même scandaleux, tous ces gens qui ne travaillent pas du tout loin de chez eux, qui pourraient quand même y aller en voiture, à pied ou en vélo, et qui ne le font pas. Bah, dis donc, c'est pas bien, quoi. Donc, avec un discours un peu moralisateur. Bon, souvent, il y a des bonnes raisons pour lesquelles qui font que, et notamment ça, quoi. Donc, voilà, c'est pour alerter là-dessus. On est dans des systèmes complexes, quoi. Donc, voilà, il faut arriver à bien cerner et puis donc après, apporter les bonnes réponses, quoi. On approche de la fin, donc en fait, on se demandait si vous aviez quelque chose à ajouter. En tout cas, c'est extrêmement intéressant de voir que malgré l'absence de données fiables et absolument présentes, ça pousse l'action publique à s'adapter. Est-ce que vous avez un mot pour finir? Ouais, alors, typiquement sur ce sujet-là, je pense c'est pareil, hein, c'est pas d'hier, hein, mais sur cette question de l'action publique, etc., ça fait un moment qu'on est sorti des possibilités de planification et donc il y a plein d'incertitudes. Encore une fois, il y a des choses qui bougent, c'est pas ultra massif, c'est pas des bouleversements suite au Covid, etc. Donc, l'enjeu en termes d'action publique, c'est comment on peut agir, effectivement anticiper dans ces contextes d'incertitude radicale, quoi. Je pense que ça, c'est un vrai sujet, quoi. Et ce qui n'est pas sans poser problème, hein, parce qu'on est encore en termes de structuration de l'action publique sur essayer de définir, de planifier un peu, mais ce sera de moins en moins possible. Donc, comment on peut continuer à agir dans ces contextes d'incertitude, quand même, d'essayer d'influer un peu, etc. Et en même temps, et c'est le job des collectivités, c'est aussi d'avoir des projets qui aident à structurer le territoire. Oui, par exemple, nous, on a un projet de 3e ligne de métro, derrière, on a un projet de territoire, elle va aider à structurer. Et ça, c'est quand même le job. Il y a les SCOT aussi, notre SCOT est en révision. J'y pensais tout à l'heure quand vous évoquiez la périurbanisation, etc. Mais si cette périurbanisation, elle se fait dans des gares dans des communes où il y a des gares, c'est pas la même chose que si elle se fait un peu n'importe où, hein, avec un mitage. Et tout ça, quand même, les documents sont censés essayer de le guider, malgré tout. En tout cas, mais c'est sur le temps long et ça n'empêche pas les ajustements aussi en fonction des événements imprévisibles. Et ça, c'est de plus en plus des choses qu'on sera amené à faire. Mais on est quand même encore un peu là pour essayer de structurer tant bien que mal le territoire avec nos projets. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie interrogation aujourd'hui des acteurs publics sur le rôle, alors au-delà de la planification, c'est dans la mise en œuvre opérationnelle. Et moi, j'aime à illustrer, et notamment avec les actions qu'on peut mener, nous, Relais Entreprises, mais d'autres acteurs privés, que l'acteur public, la collectivité, l'État, n'a pas le monopole de l'intérêt général. Et qu'aujourd'hui, les privés peuvent apporter des réponses. Donc, on le voit avec le covoiturage, qui sont des initiatives privées. On le voit avec même le vélo. Et nous, on le voit avec les tiers-lieux d'activité pour favoriser le télétravail, avec des modèles économiques novateurs. On est membre, nous, de Terre 2 FC, donc l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Faire en sorte que l'utilisateur ne soit pas l'unique payeur. Donc, quel modèle des Google? Le premier opérateur de service public en France aujourd'hui, c'est Google. On utilise Google tous les jours, Google Maps et tout, pour se diriger. Jamais j'appelle le service d'une collectivité territoriale pour savoir quel va être le trajet ou les heures d'ouverture. Donc, même pas l'appli Tisséo, je suis très déçue. Parce que ça ne va pas jusqu'à Rio-Volvestre. Ça ne va pas jusqu'à Rio-Volvestre, non, c'est clair. Non, voilà. Ok, très bien. Excusez-moi de vous interrompre, mais du coup, le temps imparti arrive à son terme. Nous vous remercions vraiment tous les trois pour vos interventions qui ont été très éclairantes. Et on va redonner une dernière fois la parole à Marie. Merci à vous.